Le printemps et le début de l'été 1940 se sont avérés être quelques mois très mouvementés dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui jusqu'à ce point avait vu des actes d'agression nazie suivis de périodes d'observation et d'attente de la part de la Grande-Bretagne et des Alliés. Mais en avril et en mai, les troupes d'Adolf Hitler déferlaient à travers la Scandinavie et l'Europe, utilisant des techniques de plus en plus agressives pour envahir la Norvège et le Danemark au nord, et les Pays-Bas et la France plus au sud. C'est à ce moment de la guerre, 6 mois après que les nazis aient envahi la Pologne, que les soldats alliés ont finalement été envoyés pleinement au combat, et comme la lutte devenait de plus en plus brutale, il ne pouvait y avoir d'indication plus claire que la guerre de dupes était terminée, et l'Europe était maintenant en pleine effusion de sang. Néanmoins, pour les Alliés, les horreurs et les chagrins de cette période seraient également marqués par des moments de gloire triomphante. Lorsque des milliers de soldats alliés ont été sauvés des plages de Dunkerque dans le nord de la France, alors que les troupes nazies se rapprochèrent de plus en plus et que les avions allemands de la Luftwaffe de Göring hurlaient au-dessus de leur tête, c'était l'un des moments les plus inspirants de toute la guerre. Alors que les armées d'Hitler déferlèrent sur le continent, cet événement extraordinaire a donné au peuple des nations occupées une lueur d'espoir. Et pour les Britanniques, il n'aurait pas pu y avoir de meilleur stimulant pour le moral. Au début du mois de mai, Winston Churchill a pris les rênes du pouvoir, donnant à Adolf Hitler et à son Troisième Reich un ennemi à prendre en compte qui se battrait avec acharnement jusqu'à la fin amère. Every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged and if need be blasted from the surface of the earth. Ce chapitre explorera les événements dramatiques qui ont conduit à l'invasion nazie de la France, alors que l'Europe était plongée dans un tumulte croissant, et vous comprendrez l'un des principaux tournants de la Seconde Guerre mondiale, lorsque pour la première fois depuis septembre 1939, les plans d'Adolf Hitler ont été contrecarrés. L'importance de cet événement ne peut être sous-estimée, car c'est pendant cette période que l'esprit de Dunkerque a été forgé à partir des feux du désespoir. Et c'est cette force qui sauverait finalement la Grande-Bretagne de l'étreinte glaciale du Troisième Reich et changerait le cours de l'histoire. En avril 1940, tous les regards étaient fixés sur la Scandinavie, qui était d'une grande valeur stratégique pour les forces alliées et l'axe du mal d'Hitler. Le royaume de Norvège était particulièrement important pour la machine de guerre nazie, car 90% du minerai de fer suédois était expédié en Allemagne par le port norvégien de Narvik. Les ports occidentaux de la nation étaient également d'une grande valeur pour les nazis, offrant la possibilité de créer des bases stratégiques pour lancer des attaques de sous-marins depuis la mer du Nord et l'Atlantique. Ce point avait été relevé par le chef de la marine allemande, le grand amiral Raeder. Reconnaissant l'importance de la Norvège dès le début, il avait plaidé pour l'occupation du pays juste après le déclenchement de la guerre à l'automne 1939 et au printemps, l'Allemagne en avait fait un objectif. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, Chamberlain et le gouvernement essayaient toujours d'éviter la guerre à tout prix, et Churchill devenait de plus en plus frustré de ne voir aucune tentative faite pour empêcher la Norvège de tomber aux mains des nazis. Chaque suggestion de Churchill pour soutenir les voisins nordiques de la Grande-Bretagne était rejetée par le cabinet de Chamberlain, et bien que les motifs du Premier ministre soient là compréhensibles, Hitler devenait de plus en plus dangereux.
Les cicatrices laissées par la Première Guerre mondiale étaient encore présentes dans la mémoire de ceux qui gouvernaient le Royaume-Uni, et l'idée de pousser la nation dans une autre guerre terrestre sanglante était impensable. Neville Chamberlain avait été élu Premier ministre en 1937, de préférence à Churchill et à ses préoccupations exprimées au sujet de la montée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne, et Chamberlain était engagé en faveur de la paix, suivant une politique générale d'apaisement avec le Führer malgré l'agressivité croissante de l'Allemagne. Ce n'était pas parce qu'il sympathisait avec l'Allemagne, loin de là. Dans une lettre à sa sœur, il écrivait « Dans l'ensemble, je déteste les Allemands », mais il était très préoccupé par le fait que la nation n'était tout simplement pas prête pour la guerre. Seule la Grande-Bretagne manquait de l'infrastructure industrielle et de la force financière pour gagner une course aux armements avec l'Allemagne, et comme l'Amérique, l'allié traditionnel de la Grande-Bretagne, présidé par Franklin D. Roosevelt, hésitait à s'impliquer dans une guerre européenne, il n'y avait tout simplement pas assez de fonds pour rétablir l'équilibre. Mais, alors que la présence de sous-marins dans l'Atlantique devenait de plus en plus menaçante, un sentiment de pressentiment avait commencé à grandir. Et il était clair que le gouvernement britannique ne pourrait pas regarder et attendre beaucoup plus longtemps le moment de l'action était venu. Sous la pression, Chamberlain et le secrétaire aux Affaires étrangères, le vicomte Halifax, ont approuvé un plan pour occuper le port de Narvik et contrôler la liaison ferroviaire avec la Suède, mais la Norvège et la Suède étaient réticentes à collaborer à un plan qui pourrait conduire à la guerre avec l'Allemagne et l'Union soviétique. En alternative, Churchill a suggéré l'opération Wilfred, un plan pour miner les eaux norvégiennes et forcer les navires allemands à sortir en mer ouverte où la Royal Navy était en embuscade. Les troupes alliées pourraient alors être envoyées pour occuper la Norvège, mais le gouvernement a à plusieurs reprises rejeté l'idée. Les mains de Churchill étaient liées et il ne pouvait faire autre chose que de rester là et de regarder avec horreur les événements se dérouler. Pendant ce temps, Hitler avait passé son temps pendant la guerre de dupes très sagement en élaborant des plans pour dominer l'Europe, et pendant que les Alliés hésitaient, ses forces nazies étaient prêtes à attaquer. En avril, les navires de guerre, l'armée de l'air et les armées étaient prêts à envahir non seulement la Norvège, mais aussi son voisin le Danemark, qui serait une précieuse étape pour les opérations. La prudence de Chamberlain avait donné au leader nazi l'espace dont il avait besoin, et lorsque l'opération Wilfred a finalement été approuvée et que les Britanniques ont commencé à miner les eaux norvégiennes le 8 avril, il était déjà trop tard. Avec un total mépris pour le pacte de non-agression signé avec le Danemark neutre seulement un an plus tôt, à 4h15 du matin, le 9 avril 1940, les forces allemandes ont défilé. En moins de 3 heures, après des menaces de bombarder Copenhague, le gouvernement danois s'est rendu et l'occupation a été si soudaine que la plupart des Danois n'avaient aucune idée que leur pays avait même été envahi. Et pendant ce temps, le général Falkenhorst d'Hitler, avec le 21e corps d'armée, était déjà en route pour envahir la Norvège. La force d'invasion allemande initiale, transportée par plusieurs groupes de navires, prévoyait d'attaquer simultanément 6 ports norvégiens, dont Oslo, Narvik et Trondheim. Alors que les navires de défense côtière norvégiens étaient détorpillés, les forces aéroportées allemandes ont été parachutées dans les principales villes du pays, réalisant la première attaque de parachutistes de l'histoire. En moins de 24 heures, la plupart des villes et des villes norvégiennes stratégiquement importantes étaient aux mains des nazis. Mieux vaut tard que jamais, la Royal Navy britannique est arrivée pour combattre les forces navales allemandes 2 jours après le début de l'invasion, mais leurs efforts ont été vains. Il était trop tard.
Alors que Hitler devenait de plus en plus agressif à travers l'Europe, avec la perte de la Norvège inévitable, les troupes alliées ont été retirées pour combattre ailleurs et les Norvégiens ont été laissés se battre du mieux qu'ils pouvaient nous seuls. De retour à Londres, les émotions étaient à vif après l'échec de l'expédition britannique en Norvège, d'autant plus que Winston Churchill avait vu venir ce désastre. Il était clair qu'une stratégie passive jusqu'à ce point avait été trop prudente et il était temps pour Chamberlain de partir. Dans un débat à la Chambre des communes, l'un des amis les plus proches de Chamberlain s'est tourné vers l'histoire et les mots d'Oliver Cromwell pour exprimer le point de vue du peuple britannique. « Vous êtes restés ici trop longtemps sans faire de bien. Partez, je dis, et laissez-nous en finir avec vous. Au nom de Dieu, partez. » Avec honneur et dignité, Chamberlain a accepté son sort et a démissionné. Mais il fallait maintenant trouver un autre leader qui n'aurait pas peur de diriger la nation à travers une autre guerre mondiale. Le politicien conservateur Anthony Eden était un candidat possible, mais à seulement 43 ans, il était considéré comme trop jeune. Une autre option était le vicomte Halifax, un politicien conservateur de haut rang, le secrétaire aux affaires étrangères, et le choix de Chamberlain comme remplaçant, mais la perspective de diriger une coalition de guerre n'attirait pas le Halifax fatigué du monde. Par un processus d'élimination, le seul candidat possible au poste de Premier ministre était Winston Churchill, le premier lord de l'Amirauté, dont la réputation redoutable et l'analyse correcte de ce que Hitler ferait ensuite ont considérablement amélioré le moral britannique. Winston Churchill a pris ses fonctions le 10 mai 1940 et alors qu'un nouveau gouvernement de coalition était rapidement formé, Adolf Hitler aurait été bien conscient que Churchill allait être un adversaire beaucoup plus coriace que Chamberlain ne l'avait été. La guerre de dupes avait sans aucun doute donné l'avantage à Hitler et Churchill s'est rapidement mis au travail pour rétablir l'équilibre. Cependant, personne, pas même Churchill, n'aurait pu prédire à quelle vitesse le nouveau Premier ministre aurait dû se lever et être compté. Pour l'instant, Hitler travaillait à l'invasion de la France, une nation qu'il avait appris à détester après ses expériences en tant que soldat pendant la Première Guerre mondiale et à partir de ce moment, les esprits militaires allemands les plus brillants ont été réunis pour élaborer le plan d'attaque ultime pour réaliser l'occupation des Pays-Bas et du nord de la France. Décrit comme Vollgelb, le maréchal Erich von Manstein a conçu une opération très élaborée qui sera plus tard décrite par Winston Churchill comme la technique de la fauchaison. En utilisant 3 groupes d'armées, A, B et C, les nazis pousseraient dans les Pays-Bas et en France, utilisant une grande ingéniosité militaire pour briser la ligne alliée en deux, piégeant les troupes ennemies sur les plages françaises à Dunkerque. Le groupe d'armée B devait être dirigé par le maréchal Feder von Bock et leurs ordres étaient de feindre une attaque à travers la Belgique et les Pays-Bas neutres pour attirer autant de troupes alliées que possible vers le nord. Le groupe C avait pour tâche d'attaquer la France le long de la ligne Maginot défensive, gardant ainsi les troupes alliées pleinement engagées. Pendant ce temps, le groupe d'armée A instiguerait l'attaque principale dirigée par le maréchal Gerd von Rundstedt, dégageant un chemin pour avancer à travers la forêt des Ardennes, traversant la rivière Meuse, puis utilisant une balayeuse Blitzkrieg pour pousser à travers la France vers la Manche, piégeant les forces alliées en Belgique et à travers les champs de Flandre où tant de personnes étaient mortes pendant la Première Guerre mondiale. C'était un plan ingénieux mais risqué, mais Hitler était si confiant dans son succès que la veille de l'attaque, il a dit à son personnel « Messieurs, vous êtes sur le point d'assister à la victoire la plus célèbre de l'histoire. » C'était destiné à être le même jour que Winston Churchill est devenu Premier ministre.
le 10 mai, qui a vu les nazis commencer leur avance vers la France. Juste après 4 heures du matin, lorsque les premières attaques ont eu lieu, les pays neutres de Hollande et de Belgique se sont retrouvés dans un besoin désespéré d'aide de la part des Alliés, avec la guerre de dupes bien et vraiment terminée. Les Hollandais espéraient que si une invasion avait lieu, les nazis laisseraient les principales villes, qui étaient là protégées par des zones de bas niveau inondées et des fortifications intactes, et passeraient par les parties sud du pays et entreraient en Belgique. Cependant, Hermann Göring, le commandant de la force aérienne allemande, la Luftwaffe, était déterminé à capturer les aérodromes de l'ouest des Pays-Bas, craignant que les Britanniques ne prennent le contrôle de ceux-ci, créant une base à partir de laquelle la RAF pourrait attaquer la patrie. Par conséquent, Göring a exigé une conquête complète des Pays-Bas. Bien que mal armés d'artillerie, se fiant à des obusiers et des mitrailleuses datant de la Première Guerre mondiale, les Hollandais ont combattu courageusement et efficacement contre les chars modernes et les armes de l'armée allemande. Mais Hitler était catégorique que toute résistance devait être écrasée, et alors que ses divisions de chars Panzer se rassemblaient à l'extérieur de Rotterdam, la deuxième plus grande ville de Hollande, la nation a reçu un ultimatum. S'ils se rendaient, leur ville serait épargnée, sinon ils seraient bombardés. Alors que les négociations commençaient, ce qui allait suivre serait inscrit dans l'histoire comme l'une des grandes atrocités de la Seconde Guerre mondiale, alors que des vagues de bombardiers de Göring assombrissaient le ciel au-dessus de Rotterdam. Le déluge de bombes qui s'ensuivit déchira le cœur de la ville, rendant 81 000 personnes sans abri et laissant un paysage plat et désolé dans leur sillage. Près de 1000 personnes ont été tuées et avec d'autres grandes villes menacées du même sort, les Pays-Bas n'ont eu d'autre choix que de se rendre. Le 14 mai, la bataille pour la Hollande était terminée et alors que les nazis prenaient les aérodromes stratégiquement vitaux, la reine néerlandaise Wilhelmina s'enfuyait à Londres où elle continuerait à rallier le soutien pour la lutte contre l'Allemagne. Alors qu'Hitler avait vaincu les Pays-Bas en 4 jours, la bataille pour la Belgique s'avérerait être une affaire beaucoup plus difficile. Le pays était protégé par le fort Eben Emael, une immense forteresse qui était pratiquement imprenable et considérée comme l'une des plus modernes du monde à cette époque. Les Allemands ont encore une fois eu recours à des stratégies plus non conventionnelles pour envahir le pays et ont utilisé des planeurs pour atterrir et décharger des équipes d'assaut. En quelques heures, les parachutistes nazis et les divisions de chars Panzer occupèrent la Belgique et leurs voisins français, avec les Britanniques, étaient convaincus que c'était l'attaque principale, tout comme l'espéraient les commandants nazis, et ont répondu en jetant autant de troupes alliées que possible sur le chemin des Allemands. Les forces françaises et britanniques ont commencé à avancer pour contacter l'armée belge et créer une ligne de résistance ininterrompue de la Manche aux frontières de la Suisse. Mais ils ignoraient que plus au sud, l'essentiel des forces nazies du groupe A avançait régulièrement à travers la forêt des Ardennes sans être contesté et s'apprêtait à déferler sur les lignes alliées. De retour à Londres, Winston Churchill et le gouvernement observaient avec une inquiétude croissante les événements se dérouler. La force expéditionnaire britannique, plus communément connue sous le nom de BEF, était en France depuis l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939 et après avoir patiemment attendu tout au long de la guerre factice, combattant le froid hivernal glacial alors qu'ils construisaient des tranchées en préparation, ces soldats étaient maintenant appelés à fournir des renforts vitaux pour les troupes belges et françaises. Alors que la BEF se déversait en Belgique par milliers, ils ont reçu un accueil formidable, mais alors que la Hollande tombait et que les troupes nazies perçaient toutes les lignes de défense, Churchill pouvait voir le combat difficile qui attendait les soldats de la BEF.
La situation était cependant plus grave que le Premier ministre britannique n'aurait pu l'imaginer. L'armée nazie qui traversait les Ardennes était composée de divisions dirigées par certains des plus grands généraux d'Allemagne, notamment Erwin Rommel et Heinz Guderian. Ce dernier a été l'un des premiers à développer et à préconiser les principes révolutionnaires de la Blitzkrieg. Cette technique était une nouvelle forme révolutionnaire de guerre utilisant des forces mécanisées pour percer une petite section du front ennemi avant de continuer sans se soucier de leurs flancs. Guderian croyait que le char était l'arme décisive de la guerre et a déclaré que selon lui, si les chars réussissent, alors la victoire suit. La stratégie de Guderian lors de l'invasion de la France s'est avérée être un grand succès, mais malgré les manœuvres impressionnantes des nazis, les Alliés ont encore eu de nombreuses occasions précieuses de contrecarrer les Allemands. Cependant, ils n'ont pas su tirer le meilleur parti des chances qu'ils avaient, laissant Hitler en ascendance alors que ses troupes semblaient de plus en plus invincibles au fil des jours. Alors que les Allemands traversèrent le territoire sauvage des Ardennes, les mauvaises routes ont quelque peu entravé la progression de la vaste armada de véhicules et de troupes nazies qui luttaient pour avancer vers la rivière Meuse. La Meuse était l'une des plus grandes lignes de défense protégeant les Français de l'invasion, formant une barrière naturelle entre la France, la Belgique et la Hollande, s'étendant sur plus de 500 milles. Il était vital que cette ligne soit défendue coûte que coûte. Alors que la progression des troupes nazies commençait à ralentir, le commandant français Maurice Gamelin, maintenant pleinement conscient de l'avancée du groupe A, avait l'occasion parfaite d'attaquer par les airs, mais il a choisi de ne pas le faire. Gamelin hésitait à risquer l'utilisation de bombardiers stratégiques si près de la frontière allemande et a plutôt ordonné des divisions de renfort au secteur de la Meuse par le moyen comparativement lent des trains de nuit. Les Français étaient convaincus que les nazis n'essayeraient même pas de franchir la ligne de la Meuse à l'ouest des Ardennes, jusqu'à ce qu'ils aient un grand soutien d'infanterie et d'artillerie disponible. Il y avait peu de sentiments d'urgence parmi les commandants français, car ils croyaient avoir au moins jusqu'à 20 mai pour mettre en place des renforts. Sous-estimer l'efficacité de l'offensive d'Hitler était une grave erreur. Juste 3 jours après avoir envahi la Belgique le 13 mai, les forces allemandes étaient déjà à la ligne de la Meuse. Alors que les chars Panzer et les troupes attaquantes, avançant sur terre, la Luftwaffe de Göring rougissait au-dessus en bombardant les troupes alliées, effectuant près de 4000 sorties. Le bombardement a duré de 8 heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit et a été le plus lourd que le monde ait jamais vu. Le moral du côté allié a rapidement chuté, les troupes ont commencé à abandonner leurs postes tandis que les chars Panzer attaquaient sans relâche, traversant les premières lignes de défense et se dirigeant vers la rivière. Avant longtemps, les nazis avaient fait des progrès considérables, poussant à environ 5000 dans les défenses françaises. À cette heure ce soir-là, alors que de fausses rumeurs circulaient parmi les soldats en fuite que les chars allemands étaient déjà derrière eux, les troupes restantes qui défendaient la ligne ont également fui. Qu'était une erreur fatale et une qui briserait tout espoir de sauver la France. Laissés sans protection, le lendemain matin, les troupes allemandes et les unités anti-chars ont balayé la rivière Meuse. Bien que les forces alliées aient désespérément essayé de détruire les ponts avec des attaques aériennes pour empêcher l'avancée nazie, les avions de chasse allemands ont combattu avec acharnement et, avec des canons anti-aériens, ont abattu environ 90 bombardiers alliés en une seule journée.
La Luftwaffe a décrit l'événement comme le jour des combattants et avec les ponts toujours intacts, les divisions Panzer sous Guderian se déplaçaient maintenant librement autour des zones d'atterrissage jusqu'à ce que toute résistance réelle soit neutralisée. C'est à ce moment que les tactiques de blitzkrieg de la machine militaire nazie, hautement entraînées, se sont avérées les plus efficaces. Malgré les instructions de consolider une petite tête de pont, Guderian et Rommel ont ignoré les ordres et ont commencé à frapper dans toutes les directions, prenant les troupes françaises dans tout le pays par surprise. Alors que les panzers de Rommel s'enfoncèrent de plus en plus profondément en France, il est devenu pratiquement impossible pour le haut commandement allemand de déterminer leur position, et ils sont devenus connus sous le nom de division fantôme. C'était la Blitzkrieg à son plus imprudent, exaspérant de nombreux commandants nazis, mais le progrès rapide était indéniable. Le 17 mai, Rommel avait fait 10 000 prisonniers alliés et n'avait perdu que 36 de ses propres hommes. À Paris, la panique a commencé à s'installer lorsque le gouvernement a réalisé que les défenses alliées s'effondraient trop rapidement. Les archives ont été brûlées et le Premier ministre français Paul Reynaud a téléphoné à Churchill le 15 mai déclarant « Nous avons été vaincus, nous sommes battus, nous avons perdu la bataille ». Churchill s'est précipité à Paris le lendemain, et lorsqu'il a demandé à Reynaud où se trouvait la réserve stratégique qui avait sauvé Paris lors de la Première Guerre mondiale, le Premier ministre français dévasté a avoué « Il n'y en a pas ». Il semblait que la France était condamnée. Alors que le gouvernement français était plongé dans le désarroi, un futur leader français commençait à se faire un nom. Le général Charles de Gaulle a rapidement rassemblé des forces pour une contre-attaque, et c'était l'un des rares succès positifs pour la nation assiégée. Mais ce n'était pas suffisant pour repousser l'avancée allemande. Néanmoins, malgré l'incapacité de Gaulle à sauver le pays, la tentative courageuse lui vaudra d'être promu au rang de général de brigade et il deviendra par la suite une figure de proue de la France libre. Même lorsque le Troisième Reich avait une grande partie de la nation sous son emprise, le général de Gaulle continuait d'inspirer la résistance française à se battre pour la liberté depuis la base de Londres qu'il occupait après avoir fui la France. Alors que les Allemands avançaient de toujours, le 17 mai, les forces de Rommel et de Guderian se trouvèrent dans une position dangereuse. Les chars manquaient de carburant, les troupes étaient épuisées et après la course rapide en France, sans attendre de soutien, leurs flancs étaient à maintenant sans protection. L'avancée nazie a complètement ralenti, donnant aux Français une occasion en or d'attaquer, mais une fois de plus, ils ont échoué à agir. Le Panzerkorps a eu le luxe de prendre le temps de réparer les chars, de manger, de dormir et même de se raser et de prendre un bain. La responsabilité de tant d'opportunités manquées reposait fermement sur le gouvernement français et ses commandants militaires. Depuis le traité de Versailles, en 1919, à la suite de la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement français espérait que les jours de bellicisme de l'Allemagne étaient révolus. Alors que la dépression de 1929 frappait durement, la France avait retardé le réarmement, tandis que l'Allemagne violait le traité de Versailles et commençait secrètement à renforcer ses armées et à investir dans de nouvelles armes. Maintenant que les nazis envahissaient la France avec leurs forces hautement équipées, les Français manquèrent de tout, des chars modernes aux armes légères et même aux vêtements. Mal préparés et mal dirigés, beaucoup de combattants étaient à maintenant convaincus que la défaite était imminente. Pendant ce temps, une fois rafraîchis, les panzers ont commencé à pousser vers la côte et l'avancée est devenue plus intense que jamais.
Utilisant des assauts terrestres et aériens intégrés, la force pure de la charge nazie était terrifiante. Ils détruisaient tout sur leur passage, alors que des milliers de réfugiés commençaient à fuir le pays plutôt que de vivre sous l'occupation allemande. Mais pour les Alliés, le pire était encore à venir. Dans le nord, ils étaient maintenant encerclés sans aucune voie d'évasion possible. La situation était désastreuse. Au lieu d'une ligne franco-anglo-belge contenant l'attaque nazie, il y avait maintenant une ligne allemande s'étendant de l'Allemagne à la mer, coupant littéralement les forces alliées en deux. Le 20 mai, le Premier ministre français Paul Reynaud a limogé Gamelin pour son incapacité à contenir l'offensive allemande et l'a remplacé par Maxime Weygand, un général de division renommé pour son rôle dans la Première Guerre mondiale. Mais même Weygand ne serait pas en mesure de rassembler les forces nécessaires pour arrêter l'avancée. Voyant que la situation devenait de plus en plus désespérée, Lord Gort, le commandant en chef de la BEF, a ordonné une retraite vers la Manche le 23 mai, espérant que les troupes pourraient être évacuées. Alors que les nazis bloquaient Calais et Boulogne, Dunkerque, situé à seulement 6 miles de la frontière belge, était maintenant l'un des derniers grands ports disponibles pour les Alliés. Les forces britanniques, belges et françaises se sont dirigées vers ces plages, mais alors que les troupes de Guderian avançaient, les Alliés étaient encerclés et avant longtemps, 300 000 hommes étaient piégés avec rien d'autre que la mer devant eux et l'ennemi à l'arrière. Un désastre d'une ampleur épique se préparait alors que Churchill et la marine britannique étaient confrontés à la dure réalité qu'il n'y avait tout simplement pas assez de navires pour secourir le nombre de soldats qui augmentait régulièrement sur les plages de Dunkerque. Le maximum qu'ils pouvaient espérer sauver serait d'environ 45 000 hommes, laissant 255 000 militaires alliés actifs à la merci des Allemands. Il y avait cependant une lueur d'espoir, aussi petite soit-elle. Le 14 mai, un message avait été diffusé à la nation britannique demandant à tous les propriétaires de navires en état de naviguer qui n'avaient pas déjà été réquisitionnés pour l'effort de guerre d'être enregistrés auprès de l'amirauté. L'appel à l'aide a atteint les propriétaires de yachts, de bateaux de plaisance et même de bateaux de pêche, et la réponse a été phénoménale. Bientôt, une énorme flotte civile était en attente, certains navires étant pilotés par des volontaires formés, d'autres étant commandés par leurs propriétaires et prêts à traverser la Manche pour se rendre dans la bataille de France et sauver autant de soldats alliés que possible. Ils deviendraient connus sous le nom de petits navires de Dunkerque et joueraient un rôle crucial dans l'une des missions de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire. C'était maintenant au vice-amiral Bertram Ramsay, qui supervisait la défense de la zone de Dover, des opérations britanniques et la protection du trafic militaire transmanche, de finaliser les plans, qui étaient codés sous le nom d'Opération Dynamo. C'était un défi immense et le personnel a travaillé jour et nuit, dans des tunnels souterrains profonds sous le château de Dover pour finaliser chaque détail. Le 26 mai, l'opération était prête à être lancée et la vaste flotte s'est mise en route vers la France. Peu de gens savaient à quoi s'attendre avec des batailles faisant rage si près de la côte française et les troupes nazies progressant rapidement, mais lorsqu'ils sont finalement arrivés en vue de Dunkerque, les équipages des navires ont constaté avec étonnement que les forces de Guderian étaient introuvables. Aussi loin que s'étendait la côte, des milliers et des milliers de troupes alliées, encore intactes par l'assaut nazi, attendaient patiemment que l'aide arrive.
Compte tenu de l'incroyable succès de la percée éclair des Allemands à travers la France, il semblait incroyable que les chars des divisions Panzer n'aient pas atteint cette partie de la côte. Mais 2 jours plus tôt, un moment crucial de la bataille pour la France avait eu lieu. De manière tout à fait extraordinaire, c'est Adolf Hitler lui-même qui est intervenu dans le sort des milliers de soldats alliés et ses actions ont sans aucun doute permis à beaucoup d'entre eux de s'échapper. Alors que les Panzers étaient prêts à attaquer les troupes encerclées, il avait donné l'ordre aux chars de maintenir leur position. Les raisons de cette décision apparemment étrange restent à ce jour quelque peu mystérieuses, mais nous savons que Göring avait dit au Führer que sa Luftwaffe seule pouvait empêcher une évacuation, tandis que Rundstedt avait averti Hitler qu'une activité Panzer supplémentaire entraînerait une période de réparation prolongée, mettant en péril la 2e étape de la bataille de France et les plans pour s'emparer de Paris. Il existe également une autre théorie, à savoir que Hitler ne voulait pas une guerre avec la Grande-Bretagne et espérait toujours pouvoir négocier un accord avec Churchill qui, après la conquête de la France, lui permettrait de concentrer son énergie sur la Russie et le front de l'Est. Pendant ce temps, alors que les nazis attendaient, les navires britanniques se rapprochèrent de la côte française et l'évacuation de masse commençait. Les troupes s'aventuraient profondément dans l'eau pour rencontrer les équipes de secours et grimper à bord en sécurité. Des milliers et des milliers d'hommes se tenaient maintenant sur les rives et attendaient patiemment que les navires les emmènent. Des files d'attente ordonnées se sont formées pour les bateaux et même si beaucoup savaient qu'ils ne pourraient peut-être jamais quitter les plages, ils attendaient toujours leur tour. Les petits navires ont maintenant joué leur rôle vital, car l'un des principaux problèmes que Ramsay a dû surmonter était le fait que les eaux peu profondes autour de Dunkerque signifiaient que beaucoup des plus grands navires de la marine ne pouvaient pas être utilisés pour amener les hommes des plages aux navires en attente au large. Alors que l'évacuation se poursuivait, et que de plus en plus d'hommes montaient à bord des bateaux, les commandants nazis ont rapidement pris conscience de ce qui se passait. Lorsque Hitler a réalisé son terrible erreur en annulant l'attaque, il a ordonné une attaque aérienne et terrestre à grande échelle le 27 mai pour éliminer les troupes et couler les navires d'évacuation qui étaient venus les sauver. La RAF est rapidement intervenue pour protéger les bateaux et les troupes au sol, et l'air est devenu un amas d'avions plongeant alors qu'ils luttaient longtemps et durement pour contrer l'attaque incessante menée par la Luftwaffe. Alors que les bombes ennemies continuèrent de tomber du ciel, le rôle des pilotes de chasse britanniques s'est avéré crucial pour le succès de la mission. Pendant ce temps, sur le terrain, les Alliés étaient bien conscients que certains d'entre eux devraient former une forteresse pour tenir à distance les hommes de Hitler des plages afin de protéger les navires le plus longtemps possible. Des centaines sacrifieraient leur vie pour que d'autres puissent vivre, obéissant volontiers à l'ordre de combattre jusqu'à la dernière balle. Pour aggraver les choses, les Alliés ont appris le 28 mai que la Belgique avait capitulé devant les Allemands, laissant le BEF dangereusement exposé. Alors que les troupes continuèrent de se battre, avec Dunkerque sous une attaque si lourde, l'évacuation devenait de plus en plus difficile. Et même avec la vaste flotte de petits navires, il n'y avait tout simplement pas assez de bateaux. Au cours des 48 premières heures de l'évacuation, seuls 8000 soldats avaient été sauvés vivants des plages françaises. Bientôt, Dunkerque a été enveloppé de nuages de fumée noire s'élevant de l'artillerie lourde, mais malgré les meilleurs efforts des nazis pour prendre le contrôle, les soldats alliés, protégeant les plages, se sont encore plus enfoncés, tenant l'ennemi à distance.
Lorsque la nouvelle de ce qui se passait a atteint la Grande-Bretagne, d'autres bateaux ont rejoint la mission de sauvetage pour essayer d'aider, et de yachts et de canots de sauvetage à des vapeurs de vacances. De plus en plus de navires en état de naviguer ont commencé à naviguer vers la côte déchirée par la bataille. Une fois que les troupes secourues avaient été déposées en toute sécurité sur le sol britannique par la première vague de petits navires, beaucoup de bateaux ont simplement fait demi-tour et sont retournés en France pour sauver plus d'hommes. Alors que les canons allemands continuaient de tirer, le 29 mai, 19 000 soldats ont été sauvés des plages. Le moral commençait maintenant à augmenter régulièrement parmi les troupes alliées en France, et juste un jour plus tard, alors que les hommes revenaient en Grande-Bretagne étaient comptés, le nombre total de troupes sauvées avait augmenté à 47 000. Alors que l'humeur parmi les Britanniques et les Français s'améliorait, le temps a également commencé à jouer un rôle dans l'aide à l'évacuation. Le 4e jour de l'opération Dynamo, un épais brouillard est tombé et a enveloppé la Manche. Il était maintenant pratiquement impossible pour la Luftwaffe de continuer l'attaque et leurs avions étaient cloués au sol tandis que les Alliés se dirigeaient vers les navires qui les attendaient. Lorsque l'évacuation s'est terminée le 4 juin et que le dernier bateau a quitté les côtes de France, plus de 330 000 hommes avaient été sauvés. Et malgré les chances si fortement contre eux, seuls 2000 militaires alliés avaient été perdus sur les plages tout au long de l'opération. C'était un exploit incroyable pour les Alliés, et même les commandants nazis étaient impressionnés. Erwin Rommel a salué la résistance acharnée des forces alliées, malgré le fait qu'ils étaient sous-équipés et avaient peu de munitions pour une grande partie des combats. Pour l'Allemagne nazie, cependant, l'échec à capturer rapidement Dunkerque et à détruire la force expéditionnaire britannique a été l'une des plus grandes erreurs qu'ils commettraient dans le théâtre occidental de la guerre. Ils ont peut-être gagné la bataille de Dunkerque, mais les erreurs qu'ils avaient commises leur coûteraient de cher dans les mois et les années à venir. De retour de l'autre côté de la Manche, alors que les troupes alliées atteignaient la côte sud de l'Angleterre, la prochaine phase de l'opération était mise en mouvement alors que les soldats devaient être relocalisés le plus rapidement possible. Les gares se remplissaient rapidement de soldats, espérant rentrer chez eux et voir leurs proches avant d'être affectés à de nouvelles tâches. Des centaines de bénévoles ont travaillé jour et nuit pour s'assurer que les soldats étaient à l'aise et ils ont été accueillis en héros à leur retour alors que la nation montrait sa gratitude aux hommes qui avaient survécu pour combattre un autre jour. Alors que la Grande-Bretagne se réjouissait du retour de ses soldats fatigués par la bataille, Churchill a salué le résultat de l'évacuation de Dunkerque comme un miracle de la délivrance. Mais il avait aussi un avertissement pour le public. Nous devons être très prudents de ne pas attribuer à cette délivrance les attributs d'une victoire. Les guerres ne sont pas gagnées par des évacuations. De l'artillerie et des armes précieuses avaient été perdues sur les plages et les routes de France, ce qui entraînerait une dépendance encore plus grande envers les États-Unis tout au long de la guerre. De plus, beaucoup des soldats alliés qui avaient été laissés derrière étaient maintenant des prisonniers de guerre et en France, l'humeur était compréhensiblement sombre. Après l'évacuation à Dunkerque, le général Weygand était dans une position difficile. La France avait perdu ses forces les plus fortes et les plus modernes dans le Nord, ainsi que ses meilleures formations blindées et son armement lourd. Leur main-d'œuvre était épuisée, et avec un front à défendre de la Manche à Sedan sans ce qu'ils percevaient comme un soutien allié, de nombreux dirigeants français ont ouvertement perdu courage. Pour eux, Dunkerque avait été un abandon. Adolf Hitler pouvait maintenant commencer la deuxième phase de la bataille pour la France, Fallrott, qui se traduit par Carouge en anglais. Juste un jour après que le dernier navire ait quitté Dunkerque le 5 juin 1940, l'offensive allemande a été renouvelée et les forces nazies ont commencé à marcher vers Paris.
Sans le soutien de la force aérienne britannique, la résistance aérienne française s'est rapidement effondrée et tandis que l'Allemagne jouissait d'une suprématie aérienne totale à travers le pays, le gouvernement français a fui, déclarant Paris une ville ouverte. Le 14 juin, la Wehrmacht est entrée dans la belle capitale française et alors qu'une profonde terreur remplissait le cœur des Parisiens qui assistaient à la perte de leur ville, c'était un moment triomphant pour l'Allemagne nazie. C'était le joyau de la couronne européenne pour Adolf Hitler et l'un des moments déterminants qu'il attendait. Lorsque Paul Reynaud, le Premier ministre, a démissionné de son poste, il a été remplacé par le maréchal Philippe Pétain, qui a immédiatement demandé un armistice avec l'Allemagne. Toujours furieux de la façon dont l'Allemagne avait été traitée après la Première Guerre mondiale, Hitler a fait retirer le wagon de train original où l'armistice de 1918 avait été signé d'un musée français et l'a placé exactement au même endroit dans la forêt de Compiègne où le maréchal Foch avait accepté la reddition de l'Allemagne. Le 22 juin, Hitler s'assit dans la chaise où le commandant français Foch avait achevé l'humiliation de l'Allemagne plus de 2 décennies plus tôt, mais après avoir seulement écouté le préambule, il laissa dédaigneusement le reste à son chef d'état-major, le général Keitel. La France a été divisée en une zone occupée dans le nord et l'ouest et un État nominalement indépendant dans le sud à Vichy. Le gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain, a accepté que la France était une nation vaincue et a tenté de gagner les faveurs des Allemands par passivité. Pendant ce temps, alors que Hitler saisissait avidement le territoire français, un nouveau joueur avait rejoint le théâtre de la guerre. Benito Mussolini, le leader de l'Italie fasciste, a déclaré la guerre à la France et à la Grande-Bretagne le 10 juin et mettrait bientôt la pression sur les troupes britanniques basées en Afrique du Nord. Avec des pays à leur est et au sud submergés par l'ennemi nazi et l'armée rouge de Staline et Mussolini alliés à Hitler, la Grande-Bretagne était maintenant dans une situation grave. La nation insulaire était seule. Cependant, Dunkerque avait insufflé de l'espoir aux habitants de la Grande-Bretagne et après le miracle de la délivrance de Winston Churchill, chaque homme, femme et enfant croyait que tout était possible. En fait, comme il devenait évident que la Grande-Bretagne serait la prochaine cible de l'Allemagne, ils ont même commencé à croire qu'Adolf Hitler et son axe du mal pourraient être vaincus s'ils se serraient tous les coudes. Winston Churchill avait instantanément marqué son empreinte en tant que grand leader et que les nazis triomphants le sachent ou non, ils avaient maintenant une vraie bataille sur les bras. Comme Churchill l'a déclaré, la bataille de France est terminée. La bataille de Grande-Bretagne est sur le point de commencer.